Moi, je vois beaucoup d'hackers qui viennent visiter des biens et qui, le jour du compromis, découvrent en fait les diagnostics et c'est catastrophique. Un bien, c'est l'investissement d'une vie. Donc, on a besoin de transparence. Qu'est-ce qu'on achète? Si je peux résumer notre métier, nous sommes les fusibles de l'immobilier finalement. Nous sommes là pour la sécurité et la santé des personnes. On aura un rôle majeur dans la transaction et dans la location des biens immobiliers. Notre métier est incontestable. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Mohamed Ben Ali qui exerce un métier peu connu et pourtant extrêmement utile, surtout à l'heure actuelle, mais on va en parler. Donc un nouveau focus sur un nouveau professionnel de l'immobilier, c'est tout de suite. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Merci David pour ton accueil. Je vais très bien, je te remercie. Avec plaisir. J'espère qu'il en est de même pour toi également. Mais toujours. Déjà, dès qu'on est là, je suis content. Absolument, absolument. Je vais te demander si tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas. Alors, je m'appelle Mohamed Ben Ali. Je suis diagnostiqueur immobilier implanté à Cannes-Ouest depuis 2010. Un an. Mon enseigne, c'est MB numéro bis. Que j'ai créé à l'époque en 2010. Et puis voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Je suis originaire de la région parisienne. D'accord. Donc je suis marié, une femme, 3 enfants. Donc j'ai vécu 35 ans en région parisienne. Arrivé la crise financière, j'ai perdu mon activité à la suite d'un licenciement. Et j'ai dû émigrer à Marseille, où j'ai trouvé une opportunité, notamment dans le bâtiment. Et là aussi où j'ai vécu quelques années et de nouveau la crise continue à persister, cette crise financière. Du coup j'ai de nouveau perdu mon emploi à Marseille et j'ai immigré ici dans ce beau département de Pyrénées-Orientales. On dit jamais 203. Exactement, exactement. Je te le souhaite pas. Je sais pas. Du coup maintenant tu es diagnostiqueur. Oui. On va en parler tout à l'heure parce que c'est un métier que peu de monde connaît au final. Oui absolument, c'est un jeune métier. Une obligation, c'est totalement obligatoire donc on va en discuter. J'allais te poser la question, qu'est-ce qui t'est arrivé pour exercer ce métier? Est-ce que c'est quelque chose que tu regardais depuis longtemps? Est-ce que tu as découvert en chemin? C'est plutôt en chemin que j'ai découvert ce métier. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai perdu mon emploi à Paris, donc j'ai trouvé une opportunité dans le bâtiment à Marseille. C'est ce qui m'a amené à m'intéresser un peu plus à d'autres domaines. Et j'ai découvert ce jeune domaine qui est le diagnostic immobilier. Oui. Et donc, j'ai eu une opportunité de formation sur ce département. J'ai eu la chance de prendre le train en marche au moment où, effectivement, on formait les gens pour intervenir dans ce domaine. D'accord. Donc, j'ai été formé sur ce département, finalement, et j'ai été certifié sur ce département. D'accord. Et justement, tu parles de formation. C'est quoi comme type de formation? Est-ce qu'à l'école, il y a des diplômes pour ça? Alors non, il n'y a pas de diplôme. Donc, c'est des formations qui sont dispensées par des centres de formation spécialisés. D'accord. Comme le Greta, ce genre de choses? Voilà, absolument, le Greta. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Donc, ça a poussé comme des champignons. Les centres de formation, on en a un peu partout. Et donc, vous êtes amené à être formé sur les différents domaines et les techniques du bâtiment pendant plusieurs mois. C'est une formation qui dure combien de temps? Entre 3 et 6 mois, selon les centres de formation, selon la méthodologie du centre, etc. On vous forme sur tous ces domaines. Et à la suite de cette formation, on va vous présenter aux examens, comme un bac. D'accord, c'est un examen. Vous avez passé votre bac. Et puis, si vous êtes bon élève, vous avez vos certifications pour exercer. D'accord. Quand tu l'as passé, c'était plutôt des personnes jeunes qui étaient, ou vous avez de tout? Alors non. Est-ce que c'est des reconversions souvent? Non, c'était très variable. Il y avait de tout. À l'époque, en 2010, il y avait des gens qui arrivaient de partout, du fait de cette crise financière. D'accord. Donc, il y avait des brocanteurs, il y avait des vignerons. Absolument. C'est intéressant. On voit que c'est un métier de reconversion. Quelqu'un qui veut changer de métier, c'est une opportunité aussi pour absolument. À l'époque, c'était un peu ouvert à tout le monde. Puis ils se sont aperçus qu'effectivement, sur le terrain, les gens n'étaient pas vraiment compétents dans ces domaines. Donc, ils ont resserré un peu les vis. Aujourd'hui, les prérequis, il faut se justifier au moins de 2 années dans le domaine du bâtiment, avoir un BTS, au moins Bac plus 2. Sinon, justifier de 5 années en tant que maçon, plombier. D'accord, avoir une compétence dans le métier du bâtiment. Exactement, maîtriser le métier, absolument. Ouais. C'est normal. Oui, donc il faut savoir faire la différence entre une brique et un parpaing, par exemple. Oui. Alors, je ne ferai pas de diagnostiqueur, concrètement. Je ne me lancerai pas. Est-ce que tu peux nous expliquer justement, parce que ce métier de diagnostiqueur, tout le monde en entend parler, mais au final, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier? Alors, on a été créé, comme je disais, c'est un jeune métier. Finalement, on a été créé en 2007. On a commencé à certifier les gens en 2007. Ouais, c'est récent. Donc voilà, on a été créé pour la protection des personnes, finalement, des citoyens. C'est ce que les gens oublient, généralement. Exactement, on intervient dans la sécurité et la santé des personnes. Voilà pourquoi on a été créé. Et puis, essayer d'anticiper en amont un peu les vices cachés. Bon, c'est pas toujours évident, parce que le vice, c'est vicieux. Oui, si c'est caché, donc, c'est caché, c'est très compliqué. Donc, on a été créé dans ce sens, en fait. Voilà. Donc, établir un rapport de diagnostic technique
diagnostic fiable, hein, qui permet aux acquéreurs de se retrouver par rapport à leur investissement, parce qu'un investissement, c'est l'investissement d'une vie, n'est-ce pas? Donc voilà, il ne faut pas prendre des choses à la légère dans ce domaine. Donc concrètement, si tu travailles avec des agents immobiliers ou des professionnels de l'immobilier, ou même avec des particuliers qui souhaitent vendre leurs biens, toi, tu interviens à quel moment dans la vente? Alors moi, j'interviens bien avant. Donc le propriétaire ou le bailleur doit m'appeler pour établir ses diagnostics et donner de la transparence au futur acquéreur, au visiteur finalement. Quand donc, on a une visite, avant chaque visite, il faut le diagnostic. Absolument. Donc il doit être présent sur la table de la cuisine ou du séjour et que l'acquéreur potentiel, les visiteurs potentiels puissent s'y pencher et voir effectivement quelles sont les anomalies et les choses dangereuses qui pourraient affecter leur santé ou leur sécurité dans ce bien. Donc chaque agence qui met en vente un bien a forcément un diagnostic en face. Ah, en principe. C'est évident. Attention, c'est puni par la loi. C'est puni par la loi. Exactement. Si seulement. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tu nous expliques en fait que c'est un métier qui est là pour accompagner et sécuriser les acheteurs comme les vendeurs. Absolument. Donc tu te déplaces sur un bien. Concrètement, qu'est-ce que tu fais? On fait un état des lieux vraiment très approfondi. Voilà, on va chercher les matériaux amiantés. Est-ce qu'on a la peinture au plomb sur les parois, etc. Est-ce qu'on a une chaudière qui est défectueuse qui pourrait générer du monoxyde de carbone, donner une surface du bien? Parce que bon, on achète des mètres carrés par endroit. C'est toi qui t'occupes de faire la surface. T'es formé par rapport à soi. Absolument. Donc les lois Carrez, en fait, c'est toi qui t'occupes. Absolument. J'ai les compétences, j'ai les assurances, effectivement, pour vraiment rendre un travail précis là-dessus. Donc s'il y a un problème de mètres carrés, c'est auprès de toi qu'on revient après. C'est moi qu'on va venir chercher, c'est évident. C'est pour ça. Oui, d'accord. Donc toi, tu vas regarder s'il y a des termites, s'il y a de l'amiante, s'il y a du plomb. Exactement. On fait vraiment une analyse très poussée. Comme ça, l'acquéreur est sécurisé. Exactement. Donc ça peut être intéressant aussi que les gens voient ça, parce que moi je vois beaucoup d'acquéreurs qui viennent visiter des biens, qui font même des propositions, qui vont même jusqu'au compromis, et qui le jour du compromis découvrent en fait les diagnostics, et c'est catastrophique. Et voilà, donc l'erreur est là en définitive. Donc voilà pourquoi je dis que les diagnostics doivent être sur la table du séjour ou sur le plan de travail de la cuisine. Lors des visites, il faut quand même consacrer un temps à l'étude documentaire de ce dossier et donner de la transparence. Je pense que c'est primordial. C'est quelque chose qui est c'est essentiel. Essentiel. Moi, je dirais que c'est essentiel pour éviter les clashs lors, effectivement, du compromis ou de l'acte authentique. Quoi. Surtout maintenant, avec les classements, on l'avait déjà dit dans d'autres vidéos, mais le classement qui va de A à E. Voilà, donc là... Non, à G. Oui, à G, oui, tout à fait. De A à G, et effectivement, en fonction des classements qu'on peut avoir, ça peut influencer le prix aussi. Mais oui, parce que au jour d'aujourd'hui, oui, ça a un impact vraiment très fort aujourd'hui. Le diagnostic de performance énergétique a un impact très fort aujourd'hui sur les biens immobiliers, sur la valeur marchande des biens immobiliers. Et justement, tu viens de parler des DPE, des diagnostics de performance énergétique. Pour 99% des gens, les diagnostics, c'est que le DPE. Oui, alors non. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le DPE au final ? Alors, c'est un dossier de diagnostic technique immobilier. Ce n'est pas un dossier dans l'ensemble. Voilà, on appelle ça un DDT, dossier de diagnostic technique. Donc, c'est global. Hein. Donc, on y retrouve les termites, l'amiante, l'électricité, le gaz, superficie carrée, etc. Les gens appellent ça le DPE parce qu'à l'époque, c'était la base pour pouvoir commercialiser, mettre en commercialisation un bien. C'est ça. Et au même titre qu'une location. Donc, qu'est-ce qu'on demandait ? On demandait juste un DPE. Et les gens sont restés... Oui, mais bon, il y a d'autres choses à côté que juste des performances énergétiques. Voilà, il y a d'autres domaines autour et qui vont évoluer dans le temps, certainement. Il y a les risques de pollution, il y a pas mal de choses. Je pense qu'on va arriver après sur évaluer le taux de pollution dans les biens, etc., etc. Donc, ma question, c'était à qui s'adressent tes prestations ? Pour le coup, on y a répondu plus ou moins. Ça va s'adresser aux particuliers qui souhaitent commercialiser le bien. Absolument. Aux professionnels qui peuvent faire appel à toi, les professionnels immobiliers pour intervenir. Est-ce que tu interviens dans d'autres cadres que ça, que chez les particuliers ? Alors oui, effectivement, je parlais tout à l'heure de l'amiante. J'interviens aussi dans l'amiante avant travaux et démolition. L'administration a fait appel à moi récemment. Donc, il y a une commune qui m'a appelé pour rénover tout un boulevard. Donc analyser le bitume, finalement la chaussée, à savoir si elle contient de l'amiante ou pas, pour éviter d'exposer les ouvriers lors des travaux. J'imagine que c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes process. Non, on est sur autre chose là. On est sur de l'expertise proprement dite. Donc c'est pareil, il y a des rénovations de bâtiments qui vont se faire. Donc avant d'envoyer les ouvriers au casse-pipe, je passe en amont et faire les analyses des parois, des sols, etc. Parce qu'avant on mettait de l'amiante un peu partout.
Du coup, tu vas dans plein d'endroits, tu fais plein de choses variées. Voilà, exactement, absolument. On espère pouvoir le découvrir dans une prochaine vidéo peut-être. Avec plaisir, on fera du terrain ensemble si tu le souhaites, bien évidemment. Du coup, je vais demander quels sont les diagnostics les plus demandés. C'est réglementaire et obligatoire, donc c'est pas une question de demande. Vous faites face. Mais je veux dire, le plus gros de ton travail, finalement, c'est chez les particuliers. Ah oui. 80%, voire 90% des cas, c'est des particuliers qui mettent un bien à la vente, effectivement. Ou à la location, pardon, parce que la location, si on est soumis également au diagnostic, donc c'est essentiellement des particuliers. Je vais revenir un petit peu en arrière, parce qu'on a vu beaucoup de choses, on a avancé sur énormément de questions, au final, il y en a plein loupé. Donc, je repars un petit peu en arrière sur ton métier, diagnostiqueur. Tu nous as dit que tu avais fait une formation pour arriver là. Quel type de statut on pourrait avoir quand on est diagnostiqueur? Est-ce que salarié, est-ce que entrepreneur? Alors oui, effectivement, on peut être salarié et on peut être indépendant à son compte sous une forme juridique quelconque. D'accord, on peut. Mais du coup, tu t'occupes alors peut-être de la partie commerciale? Alors, je fais tout, moi, finalement. Comme je suis seul, je suis indépendant, donc je suis le commercial, le technicien, le comptable, le rédactionnel, le comptable, la partie administrative, globalement, je fais tout. D'accord. Et c'est quoi la partie la plus compliquée pour toi? C'est le rédactionnel. D'accord. Qui prend beaucoup de temps, qui est assez pénible. C'est la rédaction des diagnostics. Oui, exactement. Une fois qu'on a fait tous nos relevés sur site, au bureau, il y a du travail encore. Peut-être rébarbatif, non? C'est peut-être... Parce qu'au final, j'imagine que tu as une trame déjà? Oui, enfin, j'ai un logiciel très, très performant. On a plusieurs logiciels qui sont dédiés aux diagnostiqueurs sur les marchés. Il y en a 2 ou 3 qui sont vraiment très, très performants. Le mien en fait partie. Et donc, les choses sont déjà construites en partie, mais il faut les enrichir. Donc il faut faire attention à ne pas faire de bêtises. Il faut l'agrémenter quand même, parce qu'il y a des choses parfois... Pur travail administratif. Exactement. Je comprends. Exactement. Voilà, globalement, voilà. Tu es diagnostiqueur depuis 2010? Voilà, je suis certifié depuis 2010, absolument. D'accord, 2010, donc ça fait 15 ans. Oui. Est-ce qu'il y a eu une évolution dans le métier? Est-ce que tu as vu une amélioration notable dans le métier? Oui, tout à fait. Donc notamment, on a fait face à la réglementation thermique 2012. À l'époque, on faisait des DPE. Avant cette date, on faisait des DPE qui étaient plus ou moins sommaires. J'espère que mes confrères ne vont pas me jeter des cailloux. Après cette date, donc, on est arrivé sur des choses beaucoup plus poussées. Sur la réglementation amiante, là, effectivement, d'autres arrêtés sont arrivés qui ont modifié les arrêtés antérieurs. C'est un métier qui évolue sans cesse réglementairement. On a le législateur qui est là et qui retoque à chaque fois les textes, et on est amené régulièrement effectivement à aller en formation, donc pour réapprendre ces nouvelles méthodes. C'est bien, ça évolue. C'est un métier. Ça se met à jour à chaque fois. Ah oui, tout à fait. C'est une mise à jour constante. Voilà. Donc on l'a vu là aussi récemment sur la réglementation environnementale de 2020, loi et résilience. Donc là, c'est pareil, c'est ce qui a retoqué encore le DPE. S'il y a eu un cafouillage là, tu as dû être confronté à ça. Des DPE de 2017 à 2020 qui n'étaient plus utilisables après 2024, par exemple. Oui, réglementairement, c'est une profession qui évolue sans cesse, absolument. Et justement, combien de temps c'est valable un diagnostic? Alors, c'est aléatoire d'un diagnostic à l'autre, donc je vais les énumérer rapidement. Donc, le DPE, qui est le point essentiel dans cette affaire, c'est 10 ans. Donc, le plomb, si effectivement c'est positif, c'est 1 an. Si c'est négatif, c'est illimité dans le temps. Au même titre que l'amiante, c'est positif 1 an, négatif c'est illimité dans le temps. Les 1 an, c'est pour vérifier si ça ne s'est pas plus détérioré. Alors oui, effectivement, après 1 an, donc on va évaluer l'état de dégradation du matériau qui est en place, s'il n'est pas dangereux, et s'il faut amener, il faut effectivement corriger la situation, ou sinon on continue tel que. L'électricité 3 ans, le gaz 3 ans, les termites c'est 6 mois, parce que ces petites bébêtes ont tendance à proliférer entre 3 et 6 mois. Donc le législateur nous a protégés plus ou moins entre guillemets là-dessus. Et puis le fameux état des risques et pollution, c'est 6 mois également, au même titre que les termites. D'accord. Donc si j'ai fait un diagnostic il y a 5 ans, qu'il y a certaines choses à revoir, il faut refaire tout, ou on peut remettre à jour? On va conserver le DPE. D'accord. Donc les termites et état des risques obligatoirement on les refait. L'électricité et le gaz, idem. Et là sur le plomb et l'amiante, est-ce qu'il y avait ou pas? D'accord. S'il y avait, il n'y avait pas, c'est une mise à jour en fait. Exactement, coup, on retourne sur les lieux. On ne repaye pas le 280 €. On va payer un peu quand même. Oui, parce que il y a des déplacements, il y a des déplacements, il y a du rédactionnel, etc. au bureau. Mais on n'est pas obligé de repayer la totalité. Non, on ne va pas repayer autant, bien évidemment. Ça serait malhonnête de faire ce genre de choses. Comment tu gères les situations où un diagnostic remet en cause complètement une vente, peut-être? Alors là, nous, ce qu'on va exprimer sur les rapports, c'est ni plus ni moins que la réglementation. Donc, en définitive, cette situation n'est
pas vraiment contestable. Donc à moins qu'il y ait une erreur, parce que bon, on est des humains. Hein, c'est déjà arrivé d'ailleurs. Ça peut arriver de faire des erreurs. Hein. Donc effectivement, on peut oublier quelque chose ou passer devant quelque chose. Il y a que ceux qui font rien, qu'il ne faut pas, qu'il faut pas de bêtises. On est d'accord là-dessus. On en a tous fait. Hein, donc là, effectivement. Donc après là, ça amène une discussion, effectivement. Hein. Donc il faut apaiser. Hein. Il faut faire preuve de diplomatie, amener les termes adaptés pour essayer de sauver un peu les meubles, j'allais dire. Voilà, globalement. Mais oui, ça a dû déjà m'arriver une fois, effectivement, d'oublier quelque chose. Après, c'est factuel. Je veux dire, quand tu donnes un diagnostic, c'est comme ça. Même si ça ne nous plaît pas, c'est comme ça. Oui, on ne peut pas le remettre en question, ce diagnostic. Donc, il a été établi dans ce sens. On a des anomalies. Voilà, on a une étiquette énergétique médiocre parce qu'on n'a pas d'isolation et qu'on a des grilles peintes au mur. Donc, forcément... Est-ce que tu as eu des problèmes, des fois, justement, par rapport à ça, où voilà, tu mets une mauvaise note et la personne conteste? Ah oui, ça arrive régulièrement. Ça arrive très régulièrement. D'accord. Voilà. Et comment tu expliques? C'est la pédagogie, vraiment? Bien sûr. Il faut expliquer les choses. On ne peut pas monter de notes un petit peu avec un petit bac chiche. Un petit billet, une petite note. Non, ça, c'est pas le genre de la maison, pas du tout. Non, effectivement, c'est revenu plus d'une fois. Donc là, il faut s'asseoir, apaiser les choses et puis expliquer donner les bons conseils, effectivement, pour relever la situation. Je disais, dans les diagnostics aussi, on retrouve une partie sur l'amélioration des performances énergétiques. Absolument. Où il y a des conseils qui sont donnés. Absolument. Et du coup, en tant que diagnostiqueur, on a un devoir de conseil. Et pas uniquement sur la performance énergétique d'un logement. Globalement, on est là, effectivement, pour orienter le citoyen qu'il ait une bonne démarche dans sa maison, pour les économies d'énergie, pour sa sécurité, sa santé. On est là pour préserver et, j'allais dire sauver le citoyen, c'est pas le terme, mais assister le citoyen et lui donner les bonnes orientations. Oui, exactement. Après, c'est l'avantage, c'est que si demain je vois un bien qui m'intéresse, je demande les diagnostics. De là, je vais voir les améliorations à mettre dans cet appartement ou cette maison, et ça va me permettre de les faire chiffrer pour me dire potentiellement j'en ai pour 20 000 euros pour améliorer la maison. Alors effectivement, on a une rubrique sur le diagnostic de performance énergétique qui revient là-dessus et qui donne un chiffre qui est plus ou moins proche de la réalité. Ah, il y a un chiffre On déjà a une valeur, effectivement. Donc, c'est une obligation sur le diagnostic de performance énergétique de donner des recommandations fiables en tenant compte de la nature du bien, parce qu'on ne peut pas recommander tout pour n'importe quoi. Voilà, sur des vieux bâtiments, par exemple, des vieilles maisons, on ne peut pas donner les mêmes recommandations que sur une maison, j'allais dire, dite moderne, avec des matériaux modernes de genre d'aujourd'hui. C'est très particulier. Voilà. Mais effectivement, il y a des recommandations et un chiffrage qui peut servir de base de travail. Tu as parlé tout à l'heure Enfin, on a discuté ensemble tout à l'heure sur la partie commerciale. Oui. Ma question, c'est comment tu trouves des clients ? Alors, mes clients, c'est essentiellement, en partie, j'allais dire, sur recommandation. D'accord. Donc, j'ai pas mal de partenaires en tant qu'agent, effectivement. Les agences, les agences, les mandataires, tous les réseaux, essentiellement. J'ai un site internet qui est très bien référencé. Je suis référencé sur les pages jaunes également. Et puis, je n'hésite pas à aller... je suis adhérent du BNI aussi. Je suis membre du BNI. On pourra en parler. On pourra en parler si tu veux. Donc, j'ai un certain nombre de membres qui sont là autour de moi, avec lesquels on fait des échanges gagnant-gagnant. Bon, on va rappeler ce qu'est le BNI, parce que c'est pas forcément facile pour tout le monde. BNI, c'est une organisation... Alors, je suis pas dedans, donc son couvert. C'est une organisation qui regroupe des professionnels de tous les secteurs. C'est des professionnels de tous les secteurs. Et chaque fois, il y a une personne qui représente son métier. Et l'idée, c'est de faire des réunions hebdomadaires, mensuelles. Alors, il y a plusieurs groupes qui existent, comme BNI, sur le département, Contact 6, il y en a pas mal. Et l'idée, c'est de se faire travailler, de se recommander, de s'apporter des clients, et d'échanger ensemble, c'est ça ? Absolument, c'est tout à fait ça. Bon. Après, c'est bien, c'est un réseau d'affaires, Business Network International, n'est-ce pas ? C'est un réseau d'affaires, donc effectivement, sur le département, on est un certain nombre. Donc, on a la possibilité, effectivement, d'aller sur les autres groupes, se présenter et puis solliciter les membres des autres groupes BNI du département. Est-ce que tu as des partenariats, du coup, avec d'autres professionnels de l'immobilier que les agents ? Est-ce que tu as peut-être des notaires ? Est-ce que tu travailles avec... Alors, peut-être pas les notaires, non, mais bon, service technique de mairie, par exemple. D'accord. Des clients grands comptes, bon, après, c'est l'État. Voilà, j'ai deux clients grands comptes qui me font travailler très régulièrement. Donc, et tout ce qui est magasin, ils sont aussi soumis à ce genre de réglementation ? Bien sûr, le commerce, le tertiaire est aussi soumis, effectivement, au diagnostic, absolument. Ouais, tout à fait. Est-ce que toi, tu nous as dit que tu étais entrepreneur, est-ce que tu travailles seul, tu travailles en équipe ?
Alors non, moi je suis seul, totalement seul et indépendant. Donc vous avez affaire à une seule personne. Quand j'interviens chez vous, je suis en mesure de répondre à votre question, à quelle question que ce soit, à tout moment. Je connais le bien par cœur, c'est moi qui l'ai scruté, j'allais dire. Ouais. Voilà, je connais ses mauvais côtés, ses bons côtés, donc je suis en mesure de répondre à toutes les questions à tout moment. J'avais une question sur, on y a répondu peut-être entièrement, peut-être partiellement, mais je vais te la poser quand même. Ouais. Comment fait-on pour devenir diagnostiqueur? Oui. Tu nous as expliqué que c'était une formation. Alors, il y a des prérequis quand même, avant tout. Comme je disais, donc, il faut justifier au moins de 5 années d'exercice dans le monde du bâtiment. D'accord. Ou arriver avec un bac+2, donc dans l'immobilier. Et là, à partir de là, on peut s'engager sur une formation. Pour la formation. Voilà, tout à fait. S'engager sur une formation qui dure en moyenne 3 mois. Et au bout de ces 3 mois, donc, on va vous présenter un organisme de certification qui va vous mettre en examen et voilà, vous validez ou vous validez pas. C'est quoi comme examen? C'est une mise en situation directe en fait? Oui, voilà, c'est un bac, si vous préférez. On a des calculs mais thermiques, on a voilà, connaître les les arrêtés sous lesquels vous travaillez, les décrets, etc. etc. C'est purement administratif ou il y a une partie aussi technique sur le terrain? Alors non, c'est essentiellement administratif. D'accord, peut-être dommage un peu. Oui, on peut. Parce qu'en fait, vous êtes beaucoup sur le terrain. Nous sommes des hommes de terrain, ouais. Des hommes et des femmes de terrain, bien sûr. Ouais. Oui, effectivement, c'est regrettable qu'il n'y ait pas lors des examens, des certifications, une partie théorique en réel, en situation réelle, sur un bien. Pour le moment, c'est pas fait. Tu as parlé des hommes et des femmes. Il y a beaucoup de femmes dans ce métier ou pas? Il y a des femmes, pas autant que les hommes, mais je dirais 20% à peu près. D'accord. D'après ce que j'ai vu depuis que j'exerce. C'est les quotas, quoi. Voilà, non. Je vais pas me faire des amis. Voilà, donc, non, mais c'est vrai que j'en vois pas beaucoup. Non, il y en a pas beaucoup. Effectivement, quand je me retrouvais en salle de formation, on avait 2-3 femmes, quoi, finalement, sur une vingtaine de bonhommes, enfin sur une vingtaine de personnes, quoi. D'accord. Donc 20%, j'ai peut-être un peu exagéré sur le chiffre, mais ouais, on doit être dans ces eaux-là, quoi, en fait. Justement, combien on peut gagner en tant que diagnostiqueur, peut-être au départ, et avant la retraite? Alors ça dépend, c'est très variable. Est-ce qu'on est salarié? Est-ce qu'on est entrepreneur? En tant que salarié, on peut commencer avec 1 500 € net pour finir à peu près selon les régions. C'est parce que là, c'est particulier aussi. D'accord, ça change de... Oui, selon les régions, selon le flux du travail, etc. Parce que nos tarifs sont pas vraiment réglementés. D'accord. Voilà, chacun fait un peu à sa sauce, j'allais dire. Donc, finir à la retraite, on peut finir aisément avec 3 000 €. Ok. Voilà. À la retraite, oui, tout à fait. Et si justement, tu as dit chacun fait un petit peu ce qu'il veut par rapport au tarif, ça coûte combien pour un particulier? Si demain je dois faire expertiser une maison, combien ça me coûterait grosso modo? Cela dépend effectivement d'une surface, de l'année de construction, parce qu'on applique les diagnostics selon l'année de construction du bien et puis sa surface également. J'ai une maison moyenne de 100 mètres carrés qui a été bâtie dans les années 80. On est aux alentours de 280 € TTC globalement. Voilà. À partir de quand on fait les diagnostics dans une maison? Tu viens de dire que toutes les maisons n'étaient pas forcément... Toutes les maisons sont soumises Toutes les maisons sont impactées. Donc si j'ai construit une maison il y a 6 mois, on fait un diagnostic quand même. Ah, on fait quand même un diagnostic. Bon, elle sera en principe, mais... Elle est en A systématiquement. Parce qu'aujourd'hui, vous déposez un permis de construire, vous devez justifier d'une performance énergétique optimum voilà, de votre maison. Sinon, vous n'avez pas le permis de construire. C'est ainsi. Il y a un certain nombre de diagnostics qui s'appliquent selon l'année de construction de la maison. Donc pour les biens, par exemple, qui sont bâtis avant-guerre, avant 1949, on a un diagnostic en plus qui est le constat des risques d'exposition au plomb, analyser toutes les peintures, parce qu'avant on en mettait un peu partout, des peintures au plomb. Donc plus c'est vieux, plus c'est cher. Plus c'est vieux, plus c'est cher. D'accord. Incontestablement, tout à fait. Et plus c'est récent, et plus c'est moins cher. Oui, forcément, il y a moins de travail, quoi. Exactement. Bon. Par rapport à ce métier de diagnostiqueur, c'est vrai que moi j'ai entendu que vous étiez, vu que vous êtes mandaté par l'État, enfin finalement vous êtes obligatoire dans une vente. Absolument. Que c'était du vol et qu'au final vous faisiez pas grand chose à part arriver, toquer à 2-3 murs comme ça et puis repartir. C'est peut-être une méconnaissance aussi de ce métier-là. Alors, si je peux résumer notre métier, nous sommes les fusibles de l'immobilier finalement. Parce que on a un devoir de résultat sur un bien, comme je disais tout à l'heure, nous sommes là pour la sécurité et la santé des personnes. Celui qui bâcle son travail,
comme tu as pu le dire là, il y a la réglementation derrière. Il peut... aujourd'hui, on a du pénal dans ce qui n'existait pas avant. Depuis peu, le diagnostiqueur peut faire face au pénal au jour d'aujourd'hui. Une anecdote, là, un confrère qui utilisait une machine à plomb avec une source expirée. C'est-à-dire qu'on a une machine à plomb qu'il faut ressourcer tous les 2 ans selon le matériel. Donc, remettre une source nucléaire dedans pour pouvoir analyser les peintures au plomb. Et donc, ce confrère, il a utilisé une machine qui n'était pas à jour. Donc, la source n'était plus valide. Et donc, il a fait face à du pénal. Donc, ça a été 8 mois de prison avec sursis et 4 000 € d'amende. Après, est-ce que c'est pas plus une méconnaissance qu'une incompétence parce que j'imagine que j'ai pas envie de faire sauter tous les diagnostiqueurs qui regardent cette vidéo. Non, il y a des très bons, il y en a beaucoup. C'est plus une méconnaissance des particuliers, en tout cas, ce que j'ai pu voir moi. Oui, c'est vrai que la plupart des particuliers râlent en disant les diagnostics, et au final, ils oublient que c'est pour les protéger aussi à eux. Exactement. Bon, c'est une obligation, comme je disais, c'est un jeune métier, c'est quelque chose qui est... Voilà, c'est une obligation qu'on leur impose aujourd'hui. Il y en a d'autres qui arrivent, qui arriveront encore, et ainsi de suite. On est là pour la protection des personnes, et la sécurité. Il y a une vraie pédagogie peut-être à faire, à prendre, à mettre en place. Donc voilà, après, il faut utiliser les bons termes pour expliquer notre action sur le terrain tous les jours. C'est pas toujours bien entendu. Tout à fait. Voilà, pourtant, c'est là, vous êtes là pour protéger. Combien de temps ça prend de faire un diagnostic immobilier pour une maison classique, une maison de 100 mètres carrés Alors, comme je le disais tout à l'heure, selon l'ancienneté, le coût et le temps varient. Donc, sur une vieille maison, par exemple, qui a été bâtie avant 1949, on peut y passer, selon la surface, entre 2 et 3 heures. D'accord. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Et donc, sur une maison qui est plus postérieure à cette date, on est sur 2 heures, grosso modo, en moyenne, sur une maison de 100 mètres carrés, quoi. On prend le temps de faire les choses. Donc, moi, personnellement, je ne fais pas plus de 2 rendez-vous par jour. Je fais un rendez-vous le matin et un l'après-midi pour vraiment bien intégrer les choses correctement et aller au fond des choses sur mes biens que je vais expertiser. Tu me as dit que c'était 280 € en moyenne, ça c'est variable. Après, il y a une histoire de distance, etc. Donc, est-ce que tu peux me dire combien il te reste au final à toi sur ces 280 €? Alors, oui, ça va vite. Donc, il y a tout... On est en France. Hein. Oui, effectivement. Donc, on a les assurances responsabilité civile professionnelles qui sont très, très lourdes au jour d'aujourd'hui dans notre métier. Donc, on peut facilement imputer 30% à cette valeur. D'accord. Voilà, ça va vite. Donc, ensuite, vous avez le véhicule, vous avez les kilomètres, vous avez l'assurance aussi en tant que professionnel du véhicule. Assurer aussi cette fameuse machine à plomb, qui est un élément très sensible dans notre métier. Globalement, si vous avez des locaux... On n'oublie pas l'URSSAF. Eh bien oui, là, c'était incontestable, inévitable. Effectivement, donc on a l'URSSAF. Beaucoup de charges, Voilà, globalement, il resterait aux alentours de 120 €, 120, 150 €. D'accord. Ça va vite. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais c'est bien que les gens puissent comprendre aussi. Parce que c'est un peu comme les frais de notaire. Oui. Quand on parle de 8,5 maintenant, frais pour cent de notaire, ça fait très mal. En fait, c'est pas des frais de notaire, ils sont percepteurs pour l'État. Exactement. C'est pour ça que j'ai invité déjà un notaire, et puis on aura peut-être le plaisir de le voir. Absolument. Pour qu'il puisse expliquer ça, parce que pour les gens... contrairement à ce qu'on croit, les notaires, effectivement, je crois qu'il leur reste 20%, je crois, a priori. Bon. C'est 80% qui part à l'État. Ce qui est déjà pas mal, parce que comme pour toi, c'est obligatoire. Autant les conseillers immobiliers, les mandataires, on peut les retirer, on peut vendre de particulier à particulier. Autant faire son diagnostic soi-même, c'est pas encore à la mode. Et vendre sa maison soi-même non plus. Non, c'est un métier réglementé, donc on ne peut pas, effectivement, comme je disais, il y a des formations, il y a des certifications. On est surveillé par un organisme de certification. Il y a une étude documentaire de nos rapports qui sont faits 1 fois par an, à savoir si on établit bien les choses. On a un contrôle d'ouvrage qui est fait 1 fois tous les 2 ans. Donc, vous avez votre organisme de certification qui revient sur les lieux d'une maison que vous avez diagnostiquée et avec vos rapports, il refait le cheminement des choses avec vous pour voir si vous avez bien établi les choses. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure par rapport aux diagnostiqueurs, un peu comme ça, au lait. Au jour d'aujourd'hui, ces diagnostiqueurs vont venir à disparaître. Oui, bien sûr. Voilà. Ça se professionnalise. En même temps, c'est une jeune profession. Exactement. Et on a répondu à ma question suivante, donc c'est intéressant. Je voulais te poser la question, quels sont les aspects du métier que les gens sous-estiment, comme les responsabilités légales, les risques techniques, etc. Voilà. Et je lui ai expliqué quand même que légalement, t'es le fusible. Donc, s'il y a un problème, c'est toi qu'on viendra voir. Et que du coup, vous êtes contrôlé, vous êtes formé, il y a tout cet aspect qu'on ne voit pas forcément non plus derrière. Absolument. Vous allez exposer des gens à la fibre d'amiante ou un enfant, donc
aux peintures au plomb, il va ingérer des écailles, c'est le saturnisme derrière. Ça agit sur le système nerveux, et l'enfant est foutu jusqu'à la fin de ses jours. Oui, il y a une vraie responsabilité. Vous exposez des ouvriers à inhaler des fibres d'amiante, c'est des cancers à très long terme, finalement, parce que cette fibre d'amiante, vous n'avez pas les maladies là sur le moment, c'est sur des dizaines d'années. Donc voilà. Ça a des répercussions sur votre santé à très long terme. Vous avez une vraie responsabilité. Les responsabilités sont là et sont à la hauteur de ce qu'on fait, en fait. Quelles sont pour toi les erreurs les plus fréquentes que tu peux voir chez des propriétaires, des particuliers, avant de faire un diagnostic? Est-ce qu'il y a des erreurs? Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire ou des choses à faire justement avant de t'appeler? Déjà, essayer d'avoir un maximum d'éléments techniques sur la maison, notamment si vous l'avez fait construire les plans, avoir un descriptif de la maison, ça permet d'aider et de donner précisément, effectivement, la constitution du bien. Okay. Et puis des diagnostics antérieurs, par exemple, aussi, essayer de voir, de s'en inspirer, faire tourner les systèmes de chauffage, une chaudière, par exemple, parce que quand on arrive, il faut qu'on puisse contrôler une chaudière, savoir mesurer son débit, voir si elle ne génère pas de monoxyde de carbone, ça n'est pas dangereux pour les personnes. Voilà, globalement, nous préparer le terrain pour faciliter notre travail. J'ai une question. Si dans une maison, il n'y a pas de mode de chauffage? Oui. Ah oui, ça, alors ça, on parlait de russes tout à l'heure, effectivement. Il y a certains propriétaires qui ont des espèces de grille-pains un peu partout, qui enlèvent ces grille-pains pour ne pas être soumis, effectivement, au DPE. Et ça se passe comment pour le coup? Là, nous, on va pas plus loin, on délivre une attestation comme quoi on n'a pas constaté de présence d'émetteurs de chauffage dans l'appartement et qu'on n'a pas pu, effectivement, déterminer la performance énergétique du logement. D'accord. Et il peut vendre quand même? Il peut vendre, bien sûr. La réglementation là-dessus. Ils achètent en l'état. La personne achète en connaissance. Les diagnostics sont faits quand même ou pas? Absolument, ouais. D'accord. Donc tout est fait. L'étiquette énergétique, voilà. Les personnes peuvent effectivement vous enlever vos émetteurs de chauffage. Moi, j'arrive, il n'y en a pas, je ne peux pas amener mon travail à terme, quoi. D'accord. Ça sera peut-être plus limitant aussi pour les ventes, pour la personne. Après, oui, tout à fait, oui. C'est effectivement. Après, au jour d'aujourd'hui, les gens sont très, très regardants sur l'étiquette énergétique. J'ai vu beaucoup d'acquéreurs refuser finalement le bien parce qu'ils n'avaient pas la valeur de la performance énergétique du bien en question. Oui, ça peut faire louper une vente. Exactement. C'est très important. Voilà. Donc... Est-ce que tu conseilles pour des gens qui ont des grippes, comme on dit, et qui ont une climatisation? Moi, je vois beaucoup de gens avec garder les vieux chauffages de bureaux électriques qui consomment énormément. Ils refont une nouvelle installation, donc des fois des climatisations réversibles, plein de choses, et ils laissent les anciens. Est-ce que tu conseilles de les laisser ou de les enlever? Erreur. Donc, il faut absolument les enlever. Parce que nous, quand on voit un émetteur de chauffage, on va l'intégrer dans nos calculs thermiques finalement. Donc ces grille-pains, malgré que vous ayez installé un système de chauffage performant, ces grille-pains, ces émetteurs, ces vieux émetteurs peuvent impacter effectivement l'étiquette énergétique. On va les inclure, ils sont présents, ils sont fixes. Donc vous me les retirez. Il faut retirer tous ces vieux grille-pains. Message important. Voilà, exactement. Quel conseil tu donnerais à des propriétaires qui doivent faire appel à un diagnostiqueur? Alors, choisir le bon diagnostiqueur. Oui. Et comment choisir? J'imagine quelqu'un qui est fin fond de la France, qui regarde la vidéo et qui dit « Ok, je dois en choisir un ». Comment choisir un diagnostiqueur? Aujourd'hui, vous avez des gens qui notent sur les pages de Google, qui donnent des témoignages. Des avis clients? Des avis clients, voilà, absolument, des avis clients. Il faut s'y pencher aujourd'hui, parce que tout le monde s'y penche pour tout. Pour la consommation globale. Restaurant. Donc là, au jour d'aujourd'hui, les diagnostiqueurs sont notés aussi de cette manière. Donc vous pouvez parcourir et déterminer votre diagnostiqueur. Et puis il y a aussi le bouche à oreille. Donc faut pas l'oublier. Si Tata Janine, elle a fait appel à Mohamed et qu'il a été très très bon, voilà. Tu seras recommandé. Tata Janine va effectivement propager mes coordonnées, mon numéro. C'est le but, hein. Absolument. Quand on a son compte, exactement, on n'a pas le choix que de faire du bon travail. Il faut effectivement être présent et faire son travail correctement et laisser une bonne image de soi et laisser des bonnes choses derrière soi pour effectivement être recommandé derrière après par la suite. Quelle est pour toi la compétence la plus importante à quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce métier? C'est le relationnel. C'est le relationnel et puis être technique, une véritable fouine parce qu'on fouine partout finalement. Donc être vraiment un très bon technicien, c'est important. Le côté commercial, on peut toujours le déléguer, on peut déléguer X choses, mais la partie technique, non, il faut vraiment très très performant sur la partie technique. Il faut être droit, carré, il faut vraiment aimer... Exactement, il faut être très minutieux, faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on relève, etc. On a expliqué ton métier est un métier récent, il va je pense qu'évoluer au fur et à mesure des années. Comment tu vois l'évolution de ton métier dans l'avenir? Je pense que les choses vont s'amplifier et qu'on aura un rôle majeur
dans la transaction et dans la location des biens immobiliers. Ça l'est déjà en partie là, mais je pense que les choses vont se multiplier. Encore plus important. Absolument. Ouais. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va en venir à mesurer la qualité de l'air dans les biens, à l'intérieur, à l'extérieur. Je pense qu'on va développer les choses. La qualité de l'eau également. Donc, toutes ces choses, moi, je pense qu'ils vont venir se greffer au fur et à mesure du temps. Et ce métier sera incontestable et perdurera incontestablement. C'est des couches supplémentaires, j'ai envie de dire. Absolument. Mais mine de rien, c'est vrai que la qualité de l'eau, qualité de l'air, c'est important. Les gens font très attention, achètent des crèmes de plus en plus propres, bio, etc. Tout à fait. Finalement, le logement où on habite, c'est tout aussi, voire plus important. Ouais. Absolument. Un bien, c'est l'investissement d'une vie. Ouais. En règle générale, dans 70% des cas, il y a un financement derrière. Donc, on s'engage sur X années. Donc, on a besoin de transparence. Qu'est-ce qu'on achète ? À quoi on va être exposé, quelle facture d'électricité on va payer, etc. Donc, notre métier est incontestable. Tant mieux, hein, au moins il n'est pas prêt de s'arrêter. Plutôt. Justement, en parlant de s'arrêter, moi, une question que je pose tout le temps, l'évolution avec l'intelligence artificielle, elle prend de plus en plus de place dans le monde de l'entrepreneuriat. Globalement, hein, tous les métiers, moi je vois ma femme qui est professeure, elle a des formations sur l'IA, dans l'immobilier on a des formations sur l'IA. Tous les métiers sont impactés et vont être impactés dans tous les cas d'une manière ou d'une autre par l'intelligence artificielle. Comment tu penses que l'intelligence artificielle va impacter ton métier au fur et à mesure des années ? Est-ce que vous l'utilisez déjà pour l'instant ? Alors réglementairement, non, on ne peut pas. On a des trames, on a des arrêtés, etc. Donc on ne peut pas utiliser... C'est nous l'IA finalement. Donc on ne peut pas effectivement sous-traiter ou utiliser d'autres éléments pour effectivement rendre un dossier de diagnostic technique. Et dans ces nouvelles choses, tu m'as parlé, l'air, l'eau, dans tout ça, est-ce que tu penses que ça pourrait être impacté ou être amélioré grâce à ça? Parce que l'intelligence artificielle, finalement, est un outil au départ. Est-ce que c'est pas quelque chose que je maîtrise totalement pour le moment, que je découvre. Je sais pas, dans ton métier, tu l'utilises pas du tout pour l'instant. Du tout, en aucun cas. Vous l'utilisez pas forcément. Pas du tout, en aucun cas. Pour le moment, non. Peut-être qu'on va y venir, hein. Ça va peut-être nous aider. Ça sera peut-être une aide. Oui, bien sûr, c'est une aide, c'est effectivement. Mais pour le moment, je ne vois pas dans quel domaine cette IA voilà, absolument. Pour le moment, je sais pas. Pour le coup, je vois pas non plus. Autant les autres métiers qu'on a fait avant, autant j'avoue que c'est très particulier. J'aurais pensé sur la rédaction peut-être. Effectivement, quand tu es présent, tu rentres quelques infos sur la rédaction, ça te met tout ça. Et non, parce que non, là non plus. Pour l'instant, ça sera minime. Bon, tu as encore de belles années. Peut-être qu'on va y arriver. Oui, il y a encore de belles années, effectivement. Encore de belles années devant toi. Voilà, tout à fait, Pour le moment, non, je pense pas. Pour les gens qui vont voir la vidéo et qui voudraient prendre contact avec toi, où c'est qu'ils pourraient te contacter? Je suis présent sur la plupart des réseaux sociaux. D'accord. Donc, j'ai un numéro de téléphone, essentiellement. Bon, je n'ai pas de bureau parce que moi, je suis petit. Il me faut juste 1 mètre carré, effectivement, à la maison, un bureau, une imprimante. Voilà, globalement, je suis visible un peu partout. On mettra les liens. Oui, voilà, il y a un site internet qui est très sympa, qui est très complet, qui retrace l'ensemble du métier, que j'invite d'ailleurs les gens à aller le parcourir et puis s'instruire sur ce métier. C'est très, il est très intéressant, ce site. Et donc Mohamed, on arrive sur la dernière question. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaiterais rajouter avant de terminer cette interview? Pour conclure, je dirais que c'est vraiment un très beau métier, parce que on va à la rencontre des gens. On pénètre dans l'intimité des gens, on est reçu, on est accueilli, globalement toujours très bien. Je n'ai jamais été confronté à des situations particulières. J'ai toujours été accueilli avec le café et le sourire. Donc je l'amène aussi le sourire, parce que si on n'en amène pas le sourire, exactement, on l'a pas en retour. C'est ainsi. Voilà, on est à la fois au contact des personnes, c'est technique, on s'enrichit actuellement tous les jours parce qu'il faut se tenir au courant des évolutions de la réglementation, des méthodes du métier, etc. Voilà, on voit du paysage. Je suis quelqu'un qui roule beaucoup, j'interviens pas que sur le département, j'interviens aussi sur les départements limitrophes. Voilà, et puis j'encourage les nouvelles générations, s'ils veulent intégrer ce métier, à donc intégrer les prérequis et en faire leur métier. C'est un super métier. Bon, c'est bien, on voit que tu es passionné. Je suis quelqu'un de passionné, j'aime mon métier. Voilà pourquoi je m'y attache depuis 2010. Donc j'espère que cette interview vous aura plu. On a pu découvrir Mohamed et découvrir son métier qui est un métier indispensable et on disait obligatoire.
Et c'est un métier, je pense, qui dans l'avenir prendra toujours de plus en plus d'importance dans les transactions immobilières. En tout cas, je voulais te remercier pour cette interview, pour ce focus sur ce nouvel entrepreneur. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau focus, une nouvelle interview en nouveau professionnel de l'immobilier. Merci Mohamed. Merci pour ton accueil chaleureux. J'étais très ravi d'avoir participé effectivement à cette interview. Pareillement, c'était parfait. Merci encore. Merci. Après Mohamed, Oui, non, mais ouais, qui regarde qui, non? Ouais, non, mais je tourne la tête des fois, ouais. Ouais. Tu pourras la redresser après. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il est où le problème? Ouais. Merci. Allez.